Merci Soria. On va enchaîner avec notre dossier. Ce soir, nous l'avons intitulé Nouvelle masculinité. Que sont devenus les hommes? Alors c'est vrai qu'entre les femmes qui refusent, à juste titre, je m'empresse de le préciser, le diktat du patriarcat et les hommes dont beaucoup se plaignent de ne plus pouvoir exprimer ce qu'ils sont, il se pourrait qu'émerge une nouvelle masculinité. Allez savoir, en tout cas, on va en parler ce soir avec nos trois invités. Je vous les présente. Tout d'abord, Boléwa Sabourin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes danseur, chorégraphe, auteur de La Rage de Vivre, par ailleurs cofondateur de l'OBA. On en dira un mot et vous êtes cofondateur, parce que l'autre fondateur, il est à côté de moi. Exactement. William Jaboum, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. docteur en économie. Exactement. Et nous sommes également en compagnie de Sophie Peters, Bonsoir, qui est notre Patrice. psychanalyste. Bonsoir à tous les trois. Merci d'être là. Alors, je précise, Boléwa et William, que vous avez l'habitude d'aller dans les entreprises, d'animer des ateliers sur le thème de la masculinité. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui remonte du terrain? Comment vont les hommes? Ça n'a pas l'air terrible. Écoutez, contrairement à ce qu'on pense, les hommes, c'est comme l'économie, ils vont très très bien, sauf qu'il y a une morale qui est un peu en baisse, mais vous en faites pas, ça remonte très rapidement. Alors, quand ils vont mal, c'est pour dire quoi? Vis-à-vis des femmes, notamment, Exactement. ou dans leur masculinité. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que les hommes se questionnent. C'est pour ça qu'on exprimait tout à l'heure que les hommes vont bien, ou du moins les hommes essayent d'aller bien et d'aller mieux. Les hommes se questionnent, s'interrogent sur ce qu'ils sont, sur ce qui leur envoie. Finalement, ils ne peuvent plus ignorer, on ne peut plus ignorer la présence finalement et l'ensemble des violences sexuelles et sexistes qui sont faites aux femmes. Et donc, c'est une question et c'est un enjeu premier aussi dans la sphère de l'entreprise. Alors, vous me dites qu'ils vont bien, en même temps, les entreprises vous téléphonent, vous appellent, vous demandent de venir. C'est quand même qu'il y a un problème à régler, non? Il y a un problème parce que, en fait, les entreprises sont des émanations de nos corps particuliers. Hein. Les entreprises ont été bâties sur le modèle, justement, des entrepreneurs qui étaient tous des hommes. Des hommes. Et du coup, ils ont été bâtis sous le modèle de l'invulnérabilité, Superman. Hein, les entreprises, c'est Total qui... Souvent même, ils se disent « too big, to fail ». Ouais. Donc trop gros. Trop important, trop gros, trop fort pour tomber ou pour se tromper. Et pour se tromper. Et sauf qu'aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, elles ne savent pas ce qui va se passer demain. Et donc, elles sont face à une incertitude de l'époque qui engendre justement un miroir, et 2020, c'est ce miroir vis-à-vis de leur identité et plus particulièrement de l'identité de ces hommes qui sont à l'intérieur et qui justement perdent face à cette incertitude leur super pouvoir qui était l'invulnérabilité. Et cette vulnérabilité est au cœur du travail que l'on essaye de mener avec ces hommes et ces entreprises. Alors, poser la question de la vulnérabilité, de la masculinité, si je vous comprends bien, c'est aujourd'hui poser la question de la vulnérabilité des individus. C'est bien ça qu'il faut comprendre, Sophie Peters? Oui, on le voit d'ailleurs dans la clinique psychologique, au travers des patients. Je crois que le mythe de la virilité est arrivé à son paroxysme d'ailleurs, mais surtout à sa fin. Et c'est ça qui aujourd'hui est atteint, parce qu'on ne fait plus la guerre physique, parce que le mythe du héros, virilité, c'est en sanskrit, c'est wir, et c'est la figure du héros. Et le héros, c'est il est puissant, il est invulnérable, il est courageux. Et d'ailleurs, il n'y a encore pas très longtemps, dans les années 60, à l'école, il y avait des sévices physiques auprès des petits garçons parce que on leur apprenait le courage, on les apprenait à pas avoir peur, et on pouvait les battre, on pouvait... voilà. On ne le faisait pas sur les petites filles, d'ailleurs. Donc, je crois que là, on est arrivé au bout de quelque chose qui est plus possible pour les hommes qui peuvent revendiquer aujourd'hui, ou en tout cas prendre leur place, dans un masculin qui a dû se taire ou a dû faire une figure du puissant tout le temps. Ben non, ils peuvent être vulnérables, ils peuvent être impuissants. Et je pense d'ailleurs, vous savez, c'est Bourdieu qui disait que la virilité, c'est un privilège, mais c'est aussi un piège. Et le piège, c'est les hommes asservis par les hommes eux-mêmes, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas le droit à une part de leur masculin, parce que s'ils sont trop féminins,
alors ils sont asservis par des hommes qui veulent défendre la virilité. Alors, si je vous comprends bien, on arriverait à la fin d'un cycle. Pourtant, les questions de courage, les questions de puissance, ce sont des questions qui restent d'actualité. Il faut savoir faire preuve de courage. Il faut savoir faire preuve, se montrer fort face à l'adversité. Donc, quel discours vous tenez, quelles options vous proposez aux hommes qui vous disent oui, mais je ne peux pas l'exprimer comme je l'exprimais avant? Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans la situation de crise actuelle, on a un repli vers ces valeurs qui semblent être des valeurs de courage. Pourquoi ? Parce que ça semble être ça paraît être ce qui est confortable. Ce qui est confortable, c'est de se rattacher finalement aux valeurs de courage, aux valeurs d'invulnérabilité, ceux qui représentent ce mythe-là. En parlant de virilité, finalement, on se rend compte qu'il y a une polarisation de la virilité. On parlait tout à l'heure de Bourdieu avec la notion de violence symbolique, une violence qui s'applique également sur la personne qui l'exerce. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est dans une phase de transformation où il y a une polarisation où tous les individus de sexe masculin qui seraient tentés d'être perçus comme étant trop efféminés sont disqualifiés. De même qu'on a une perception maintenant qui est surannée de la virilité. C'est-à-dire qu'on a une virilité qui est trop exacerbée, serait censée être désuète, kitsch. On s'identifie plus à ces modèles-là qu'on considère comme étant dépassés. Donc finalement, on a une autre forme de virilité qui est un peu plus pernicieuse. C'est une virilité qui s'impose avec le contrôle des émotions, l'obsession même du contrôle et une forme de tempérance. Faire preuve de contrôle et être en mesure de gérer toutes les situations qui se présentent. Et finalement, quand on est dans cette expression de la virilité, on fait preuve d'invulnérabilité. Et l'idée, selon nous, c'est de déconstruire l'idée selon laquelle l'invulnérabilité, du moins, est une force. Alors, comment on la déconstruit ? Par le discours ? Avec des exemples précis, avec des jeux de rôle, avec Déjà en se posant la question de qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle. Vous avez la réponse ? Eh bien, justement, l'idée de sortir de cet homme hégémonique pour pouvoir aller vers des hommes. Tous les trois, on est des hommes ici, mais on n'exprime pas de la même manière notre masculinité. Hein. Et ça, dans le spectre que l'on connaît, on va penser de nous qu'on est juste des mâles alpha, alors que si on nous regarde dans notre singularité, on va voir qu'on ne les exprime pas. Et si on se parle avec nos vulnérabilités, on va se rendre compte qu'on nous-mêmes, on ne les exprime pas. Donc c'est sortir justement du vernis qui est les hommes parlent de politique, des choses qui sont très aériens, mais ne parlent pas des difficultés qu'ils peuvent rencontrer à la maison avec leur compagne ou leur compagnon, avec leurs enfants, avec leur travail, avec des choses qui sont beaucoup plus profonds et qui vont exprimer qui on est. Donc, qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle ? C'est aller vers une diversité et une inclusion des masculinités et pas d'une masculinité. Sophie Peeters. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, c'est assez notoire, c'est qu'on arrive au bout, on est presque dans une crise de la modernité, c'est-à-dire au bout d'un système très capitaliste d'économie libérale, mais de puissance un peu phallique, on pourrait dire, du mode de l'entreprise, c'est-à-dire du héros et de la réussite. Et ce que dit Bolewa Saboura, et sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est que on sent le besoin qu'on a de faire corps social, de faire groupe, le fameux vivre ensemble, dont ça fait 5-6 ans qu'on commence à nous en rabattre les oreilles. Mais là, peut-être d'ailleurs avec la pandémie, c'est encore plus visible. On a tout d'un coup besoin et pour se vivre ensemble, et que ce soit le couple dans l'intimité, ou que ce soit le collectif d'une entreprise, il va falloir arrêter d'activer tout le temps cet aspect très viril de la puissance, de l'héroïsme, et donc du combat. Et donc de dégrader l'autre pour gagner. Donc si on veut faire ensemble. On a moins besoin de Jupiter que de participation citoyenne. On a moins besoin qu'on nous dise quoi faire plutôt que de participer à la réflexion et justement à la prise de responsabilité individuelle et collective. Alors, j'ai bien compris que les hommes qui sont devant leur écran se disent peut-être « on prend cher ce soir », mais pardonnez-moi, mais les femmes, j'allais dire viriles, les femmes puissantes, les femmes violentes, ça existe aussi. Est-ce que tout ça, finalement, n'est pas qu'une question de pouvoir ou de pratique du pouvoir? Là, vous allez peut-être faire la nuance. Oui, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on parle de masculinité,
mais en fait, la masculinité diffuse des valeurs qui sont socialement valorisées. Donc des valeurs qui sont socialement valorisées dans un système dans lequel on met en évidence la concurrence, le combat, l'autorité, la prédation, la prédation sous toutes ses formes, la prédation économique, concurrentielle, industrielle, la prédation environnementale. Notre rapport à l'environnement, c'est un rapport de prédation la plupart du temps. Et de domination. Exactement, de domination, de volonté de maîtrise. Et finalement, on se rend compte que dans ce rapport de domination, dans ces valeurs qui sont socialement valorisées, pour pouvoir se hisser en haut d'une pyramide qui aurait été pensée ou conçue, on doit malheureusement s'armer de ces attributs-là. Mais c'est des attributs qu'on pense comme étant des attributs qui sont autodestructeurs. C'est pour ça qu'on considère qu'il est important de se questionner et d'implémenter une véritable transformation. Une transformation de notre manière de percevoir notre société, le regard qu'on porte sur celle-ci. Alors, ce qui est derrière tout ça, en fait, c'est aussi la question sexuelle. Je veux dire, on en est à se demander, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, souvent, qui se plaignent aujourd'hui, à tort ou à raison. Ils disent « Ah, on ne peut plus draguer, on ne peut plus parler à une femme, machin, etc. » Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Et la question qui sous-tend tout ça, derrière, c'est le travail que vous faites, est-ce qu'il est fait, finalement, pour faire perdre son agressivité à la relation potentiellement sexuelle que peuvent avoir un homme et une femme? Forcément, les rapports changent à partir du moment où on se re-questionne là-dessus. L'agressivité, c'est pas quelque chose de mauvais si elle est mise au bon endroit. Elle ne doit pas être dans une relation entre hommes et femmes. Et donc, du coup, c'est là où nous, l'idée de se re-questionner, c'est changer forcément en partie son discours, c'est écouter plus que ne parler, en fait. Et dès qu'on commence à un peu écouter les femmes, et nous, c'est ce qu'on fait dans notre travail, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. C'est qu'on est parti de l'écoute de ce que les femmes vivaient, et d'un coup, ça nous a questionné, nous, sur qui on était, et ça a changé notre rapport, et du coup, nos échanges, et même... Quel genre de témoignages vous avez pu entendre de la part de femmes qui vous ont fait prendre conscience qu'il y avait un sujet, là? Vous savez, quand on entend toutes les violences que l'on peut voir dans la société, il y a un moment donné, on se dit, forcément, on se dit, nous, individuellement, en tant qu'hommes, mais moi, j'ai jamais fait tout ça. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ce porc ou ce cochon ou ce truc. Et puis, à un moment donné, on se repose quand même la question de nous, dans certains moments de notre vie, des comportements qu'on a pu avoir. Et si on regardait de manière plus macro et moins individuelle, quand on est entre potes et que là, on est en train de regarder une femme en se disant parce qu'on est ensemble et qu'on perd cette notion justement de l'individualité et c'est la force du groupe qui nous pousse, et peut-être que déjà, à ce moment-là, on était en train de créer de la violence, et c'est même pas peut-être, on crée de la violence, et que en me changeant moi, je vais changer le groupe aussi, et je vais dire à mes amis, en fait, quand on est entre potes, on n'est pas obligé d'avoir des comportements et tout ça, et du coup, ça change complètement. Et les femmes, du coup, ça les change aussi. Elles aussi vont avoir un rapport autre aux hommes, parce qu'en face, c'est un miroir toujours. On est toujours dans un rapport de miroir. Sophie Peters, l'enjeu, c'est une sexualité qui soit non agressive ou une approche de la sexualité qui soit non agressive. L'idée de la domination. Est-ce qu'une sexualité hétérosexuelle, c'est un homme qui domine une femme, notamment, on va dire, par la pénétration? C'est quoi la notion de plaisir? Donc, il y a du plaisir chez les hommes qui ne se réduit pas à la domination sur une femme. Et si, je pense, on tend la parole aux hommes ici, on n'a pas le temps, donc c'est dommage, peut-être nous direz-vous que c'est pas par là que vous trouvez, vous, votre plaisir. Donc là aussi, je rebondis sur ce qu'a dit Boléwa, il y a sans doute, il y a comme un terrain de créativité devant nous. On doit non seulement se repenser dans nos rôles, mais aussi dans l'intime, dans l'alcôve, dans le lit, ouvrir le débat, la discussion, inventer des nouvelles formes de relations et parler de nos plaisirs respectifs et de notre désir, bien entendu, qu'il sous-tend. Alors, ça arrive. Il arrive que certaines femmes disent « il n'y a plus d'hommes ». Ça vous met en colère? Ce sera le dernier mot, mais ça arrive, je l'ai entendu.
En colère, peut-être Non, pas, mais vrai. ça m'interloque. Ça m'interloque. Pourquoi? Parce que je me demande qu'est-ce qu'on entend par il n'y a plus d'hommes. Qu'est-ce que ça signifie, il n'y a plus d'hommes? Il y a des hommes, il y a des masculinités. Encore une fois, on a mis l'accent sur l'idée de la masculinité inclusive, d'une masculinité plurielle. Finalement, l'idée, c'est de permettre à tous les individus de pouvoir exprimer leur singularité, leur différence. Elles aussi, elles vont avoir quelque chose à déconstruire, ces femmes-là, en tout cas qui disent qu'il n'y a plus d'hommes. C'est-à-dire, dans leur regard, elles ont intégré, mais dans notre éducation, hein, moi, je fais partie d'une génération qui a été élevée comme ça, hein, un homme, un vrai, on disait, hein, avec certains attributs. Donc, il y a aussi le regard que la femme va porter sur l'homme qui va bouger. Mais les nouvelles générations de femmes sont en train de nous aider à faire bouger ce regard. Et encore heureux, elles sont là. Exactement. Merci Sophie Peters, merci William Jaboum, merci également Boléwa Sabourin d'avoir participé à ce dossier. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent, parce qu'on a à peine défriché ce soir le sujet. Tout de suite, l'actu avec les titres.